Alors, bonjour tout le monde. Oups, je vais déjà me cacher. Moi, c'est Justine. Je suis de GoLogic. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent GoLogic? Oui, parfait. Fait que GoLogic, dans le fond, c'est une shop montréalaise qui a quoi, 15 ans, Benjamin? Je sais jamais si c'est 15 ou 11 ans. Ça change tout le temps. Dans le fond, c'est une shop qui a commencé avec l'arrivée du DevOps. Si je dis DevOps, est-ce que ça vous parle? Oui, assez des hochements, parfait. Fait que avec le DevOps, c'est quoi dans le fond? C'est l'automatisation de plein de processus, et il y a une culture aussi. Mais avec l'arrivée de l'AI, c'était bien de aussi voir qu'est-ce que l'AI pouvait faire pour l'automatisation. L'AI, c'est plus que juste un chatbot maintenant, vous allez le voir. C'est dur de ne pas être bombardé par du marketing AI qui va vous révolutionner votre workflow à tous les jours. Pour que ce AI, pour ces modèles de langage soient capables de faire de quoi, il faut leur donner accès à des actions. D'où le talk, du blabla à l'action, outiller, intégrer et faire agir les LLMs. Donc, qui suis-je? Moi, je suis experte en AI, dans le fond. J'ai mes amis ici de mon secondaire, c'est assez drôle de les avoir ici. Fait que je suis sûre qu'ils ont plein d'anecdotes de moi au secondaire, quand je ne faisais pas de AI. Et dans le fond, moi, j'ai fait ma maîtrise à Mina puis à McGill, vraiment dans le AI appliqué au code. Donc, les modèles qui étaient derrière GitHub Copilot et tout ça, c'est des modèles dans ce type-là que j'ai train, que ce soit pour des contextes assez particuliers ou en général. Depuis, moi, je suis allée plus dans l'appliqué. Au début, c'était plus pour la rémédiation de code, surtout du code legacy, faire de la modélisation automatiquement. Et depuis, je suis avec GoLogic. J'ai mon boss ici, devant moi. Pas de pression. Donc, là, c'est vraiment appliquer l'AI dans toutes les autres parties du DevOps, que ce soit vraiment comme au début dans le planning ou à la fin dans le monitoring avec les tests. En parlant de DevOps, si je vous montre ici ce petit symbole infini, ça vous parle? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, ça se rappelle un peu des cours il y a quelques années. Dans le fond, ça, c'est le CI/CD. C'est l'idée, tu sais, la vie qu'un code, jusqu'à temps que ça soit vraiment quelque chose que quelqu'un peut interagir avec. Bien, ça commence avec du planning. Il faut bien qu'on décide qu'est-ce qu'on va coder. Ensuite, ça va être, il faut le coder. Ensuite, on va le build. Ensuite, on va le tester. Ensuite, on va le release, deploy, operate, monitor. Donc, toutes ces phases-là ici. Vous avez fait reconnaître quelques outils ici. Juste aujourd'hui, j'ai déjà entendu parler de GitLab. J'ai déjà entendu parler de Gradle, Playwright, Jenkins. J'ai entendu aussi de Prometheus, Terraform, un peu de tout. Fait que plein d'outils que le monde utilise, que ce soit des frameworks ou vraiment des plateformes SaaS. Et eux, dans le fond, avec l'arrivée de l'AI, ben, il y en a beaucoup de ces outils-là qui se sont dit, moi, essayer de mettre du AI. D'où l'arrivée des sparkle emojis qu'on voit partout. Donc, ça ne marchait pas super bien, notamment parce que AI, c'était un peu plus récent. On parle de ça il y a environ 3-4 ans. Il y avait déjà de l'AI, mais c'était plus... c'était pas les gros modèles qu'on a maintenant là, qui fonctionnent super bien. Donc, c'est pas mal tout le monde qui a essayé de faire du AI il y a 3-4 ans dans leurs outils, qui utilisaient ça. Ça ne marchait pas super bien. Mais entre-temps, il y a eu d'autres providers de modèles. Là, on parle vraiment des modèles fondamentaux, donc des gros modèles généralistes qui, surtout, ils sont capables de faire du input et output de texte. On reconnaît OpenAI, ça c'est Cursor, GitHub Copilot, Amazon Q, Claude, Codo, je pense. Donc, ça, c'est surtout ceux avec qui on interagit pour le code. Là. Il y en a là-dedans, c'est plus des providers de modèles en tant que tels. Il y en a d'autres, c'est eux qui font l'intégration de modèles. Donc, maintenant qu'on a des modèles généralistes pour l'information, bien, ça serait bien de pouvoir prendre l'information des outils qui existent encore, même s'ils ont peut-être effacé un peu leur intégration de AI. Ça serait bien de pouvoir funnel cette information-là ou même funnel des actions qu'on pourrait faire à travers ces outils qui sont déjà utilisés, déjà déployés à l'interne. Donc, ces outils-là deviennent un peu comme des blocs de Lego. Que ça soit un modèle, ça pourrait être les petits blocs bleus. Les modèles blancs, ça pourrait être peut-être du monitoring. Les modèles jaunes, ça pourrait être plus intégration de tests. Peu importe ce que c'est. Et on va prendre ces petits morceaux puis en faire vraiment une application ensemble qui va se tenir le bout, qui va être réellement utile.
Donc, ce que je veux dire là-dessus, là, c'est que les modèles sont devenus un peu une commodité. Puis, la différence entre Claude et utiliser un GPT-5, ça devient de plus en plus minime. Bon, il y en a qui vont comme se dire « Ah, ouais, mais ça, parfois, une fois sur deux, là, ça marche moins bien. » Ou « Faut que je me répète un peu plus. » Ou « en français, c'est peut-être un peu meilleur que Claude. » Il va quand même avoir ces petites distinctions, mais en général, les grands modèles là, depuis un an, c'est des commodités. Tu peux les interchanger, puis peut-être changer un petit peu ton prompt, puis tu vas avoir des résultats très similaires. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une intégration ou un outil qui utilise de l'AI va être meilleur que l'autre maintenant? Ben, c'est plus le contexte que le modèle va avoir. Justement, si on parle d'un GitHub Copilot, si tu veux qu'il t'aide à trouver quelque chose dans ton code ou à coder quelque chose, ben donne-lui peut-être en référence des librairies externes que tu utilises. Ça va être beaucoup plus important que tu donnes le bon contexte à ton GitHub Copilot que tu utilises le nouveau modèle Thinking qui va me coûter plus cher. Tu vas toujours mieux t'en sortir si tu utilises du bon contexte. Donc, context engineering, c'est vraiment important maintenant. J'aimerais vous parler d'un faux produit qu'on va comme un peu construire ensemble. Il faut s'imaginer qu'on a notre LLM, donc notre modèle fondamentaux, puis on a notre outil, qui est la petite roue en orange. Notre but, c'est de pouvoir interagir avec l'outil en utilisant du texte. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Mais il faut comme un peu donner des bras à notre LLM, à notre modèle d'IA, pour qu'il puisse interagir avec l'outil. On ne peut pas faire ça, mais on peut lui faire parler. Donc, il faut voir vraiment comme une fonction, un API, un outil. Je vais les utiliser de façon interchangeable. Dans ce contexte-ci, il n'y a pas trop besoin de faire de distinction, surtout que je parle de plein de différents frameworks. Donc, si je dis API, function ou outil, là, vraiment, c'est la même chose pour ce contexte de talk. Donc, disons que j'ai un outil. Moi, je travaille pour une compagnie, on pourrait dire Giro. Tiens, on va rester montréalais. Giro qui fait de la planification de déplacement, optimisation de cargo qui doivent passer par-ci, par-là. Mais disons qu'eux, ils ont un software que, basé selon des coordonnées, un petit X et un petit Y, tu vas avoir l'adresse la plus proche. C'est assez basique, mais disons que c'était compliqué là, de faire ça, puis qu'eux, là, c'est vraiment les meilleurs. Donc, moi, je travaille pour eux, puis c'est moi qui est en charge de la division AI, puis je me fais mandater d'être capable de faire que cet outil soit utilisé par des modèles IA. Parce qu'on a des clients qui vont vouloir intégrer mon outil, l'outil là ici, là, avec l'adresse la plus proche, à des chatbots peut-être qu'ils ont pour leur propre truc qu'ils vont faire avec leurs clients. Fait que je vais dire, parfait, je vais aller avec LangChain. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent LangChain? Quelques-uns. C'est un framework justement pour pouvoir donner accès à des outils au LLM. Ça fait beaucoup du travail pour toi. Ça gère aussi, tu sais, si tu veux faire la mémoire, toutes d'autres parties aussi qui sont importantes pour quand tu codes un chatbot. Parce qu'un modèle fondamental, à la fin de la journée, ça reste un API que tu peux juste appeler, puis tu envoies du texte, ça te renvoie du texte. Si tu veux garder des trucs en mémoire, de la conversation, l'historique, ben là, tu vas avoir besoin d'avoir d'autres intégrations, un framework qui fait déjà pour toi. Donc, disons que je suis OK, parfait. Bon, ben moi, j'ai tel client qui veut utiliser mon API qui est exposé pour l'adresse, puis eux, ils utilisent LangChain pour leur chatbot. Fait que je fais parfait. Voici le code, je les aide un peu, on les intègre, parfait, pas de problème. Là, j'ai mon autre client, par contre. Oups. Eux, ils utilisent Llama Index. All right, OK, bon, je vais vous recoder ça, c'est correct, c'est pas trop complexe, mais c'est un peu différent quand même comment je dois coder cette fonction. Là, qu'est-ce qui arrive ici? Il y a une troisième façon qu'ils veulent. Là, je vais pas commencer à coder des chatbots pour tous nos clients. Moi, ma job, c'était juste de faire que ça soit ingérable, que ça soit utilisable par le LLM. Fait que je suis pas en train de commencer à me dire je vais réécrire le code plein d'autres façons. C'est comme la règle numéro 1 quand tu apprends à coder. Si tu te vois répéter à faire quelque chose, si ton code, tu le refais de plusieurs différentes façons, bien, il y a peut-être quelque chose que tu devrais changer dans ton paradigme de code. Donc, est arrivé MCP. Ça, pour la situation que je vous ai décrite, c'est probablement la meilleure solution. Parce que comme ça, j'ai juste à donner un MCP, j'ai juste à le mettre ensemble, package, merci, bonsoir, puis donner ça à mes clients, puis maintenant, c'est à eux de l'utiliser.
ils peuvent quand même l'utiliser dans leur Llama Index, dans leur LangChain, peu importe la librairie. Ils vont pouvoir faire cette traduction de MCP à whatever qu'ils utilisent pour leur chatbot. Donc, MCP, Model Context Protocol, qui célèbre son anniversaire. C'était mardi. Donc, bonne fête à MCP. C'est arrivé très vite. C'est Anthropic, dans le fond, là, qui a inventé ça, justement, pour... Il y avait comme ce besoin d'un peu faire un protocole, d'où le nom, pour que ça soit de façon unifiée à travers les différents providers, peu importe aussi ton modèle fondamental, d'être capable d'utiliser des outils. Donc, c'est ça qui se fait ici. Pourquoi MCP? Ben, ça t'aide à agréger des données. Fait que c'est sûr que moi, mes clients, ils pourraient utiliser mon MCP, mais après, ils pourraient utiliser le MCP de quelqu'un d'autre, puis ils pourraient faire ça, puis faire ça. Puis là, maintenant, tous les outils peuvent se parler à travers le chatbot en tant que tel qu'ils veulent faire. Fait que c'est ça, ça laisse les modèles interagir avec les outils, ça peut faire une action, mais parfois, ça peut être aussi juste de lire de l'information. On peut penser notamment au MCP de AWS, que ce que ça fait, ça, c'est juste de donner de la documentation qui est toujours à jour. Donc, pour l'instant, pour ceux qui sont peut-être un peu moins à l'aise, vous pouvez voir un MCP comme un REST API en web dev. C'est une façon, c'est comme un contrat, on se rappelle dans l'API, pour que on sait que quand on demande de faire quelque chose au MCP server, donc à l'outil, ça va faire la chose. C'est vraiment aussi simple que ça. Derrière un peu comment ça fonctionne, dans le fond, tu vas avoir un MCP client et un MCP server. Le MCP client, c'est le chatbot. Donc, on peut penser à GitHub Copilot, ou on peut penser même à quelque chose de plus construit in-house. C'est LibreChat, qui est un chatbot open source que je vous recommande si vous voulez un chatbot interne. Nous, c'est ça qu'on utilise chez GoLogic. Et tu vas avoir ton MCP server, ça va être ton outil qui va être package dans le fond, qui va être prêt à être utilisé. Dans ce cas-ci, avec mon API de l'adresse, ça serait dans la colonne à droite. Puis, pendant que le nombre d'outils augmente, ben, la complexité des intégrer un avec l'autre, ça vaut la peine. Donc, toutes ces compagnies ici, ils ont presque toutes des MCP maintenant. Peut-être pas Pandas, là, mais... Donc, on peut penser, il y a Excel, il y a Grafana qui a un MCP, il y a Confluence, tu pourrais connecter ça à ta DB si tu veux avec un MCP, et Kubernetes. L'idée, c'est juste, si tu as un API, tu peux le transformer en MCP server. Fait que comment ça fonctionne derrière? Qui a la responsabilité de run ce code-là? Parce que si tu as un outil, si tu as quelque chose de package, il faut bien que ça roule, c'est du code, là, ça ne peut pas juste rouler où est-ce qu'on veut. Donc, il y a deux options. Tu vas avoir l'option à gauche, que là, tu vas avoir dans la même instance, dans le même environnement sur lequel tu es en train de run le chatbot. Donc, on peut se rappeler la mémoire. Là, je parle vraiment ici de la mémoire plus l'historique de conversation. Le streaming aussi, peut-être que tu reçois des tokens un par un. Tu as besoin de trouver une façon de s'assurer que ça se fasse bien l'appeler pour le front-end, qui va justement gérer les calls aussi au front-end. Bien, ça va être, on va dire, dans une instance, mais tu pourras avoir ton outil qui run aussi dans la même instance, juste un autre process. Ou l'autre option à droite, où est-ce que là, tu vas avoir ton instance qui est juste dédiée à ton outil qui run. Puis ça peut être chez toi, ça peut être sur une autre instance, ça peut être même chez un autre client. Fait que ça roule, justement. Ça peut être localement. Donc, héberger, exécuter directement sur votre machine. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le packager soit à travers Node, tu peux faire un MPX, Python, Docker, ça va être des classiques là, dans FastMCP était un exemple de librairie de Python, là, pour l'exemple que j'avais mis tout à l'heure, ou dans Docker. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui roule sur ta machine. Ça peut être localement ici, ou ça pourrait être sur la même instance que ton chatbot, mais juste un autre process. Fait que ça va être utile quand tu veux accéder des fichiers localement, parce que comme ça, tu as juste à donner le path, puis tu n'as pas besoin d'envoyer le fichier, tu peux juste aller lire le fichier à travers là. Même chose pour des bases de données et tout ça, toutes les connexions se font à l'intérieur. Ou ça peut être à distance. Donc là, ça serait hébergé par une autre personne ou une organisation. Ça peut être l'organisation qui a même créé le MCP Server, celui de Confluence, mais c'est Atlassian qui s'occupe de le runner chez eux. Ça va être accessible, donc, comme c'est pas chez toi, ben là, tu as besoin de te connecter avec. Là, tu vas pas utiliser etcd.io, mais tu vas pouvoir utiliser Streamable HTTP ou SSI, dépendamment de tes préférences. Puis, il y a plein d'exemples ici de MCP. Justement, il y en a un là, ici pour GitHub, pour ceux qui sont curieux. Fait que là, je veux juste vous rassurer, là, on ne fait pas tout avec les MCP Server du tout. C'est
un super framework qui a un peu changé comment le monde voyait les outils, puis qu'on voyait que dans le fond, c'est pas trop compliqué de donner des outils à des LLM, mais c'est pas toujours la solution. Les MCP servers, ils ont un problème. C'est du texte. Quand tu appelles un outil, quand le LLM y appelle un outil, il va littéralement générer du texte qui va dire « je veux appeler tel outil avec tel argument ». Peut-être pas avec une voix de même. Là. Puis, l'outil, quand il a fini le run, il va renvoyer du texte aussi. Peut-être que son texte, ça va être « good, j'ai fait de l'action », ou ça pourrait être si jamais tu as besoin d'avoir une réponse, comme dans le cas ici où est-ce qu'on avait le X et Y puis qu'on va avoir une adresse, bien là, ça va te donner l'adresse comme retour. Fait que c'est text in, text out. Bon, pour l'adresse, ça va, là, c'est pas beaucoup de tokens, mais t'imagines si tu veux connecter ça à ton Grafana, puis tu vas aller chercher tes logs, tu vas recevoir là, des tokens en retour. Fait que ça consomme beaucoup de tokens et très rapidement, tu vas avoir du context rot. Ceux qui utilisent Cloud Code ou même un GitHub Copilot, puis là, tu commences à aller voir la documentation automatiquement et tout ça, rapidement, il faut que tu recommences la conversation ou que tu fasses un compact. Fait qu'il y a aussi les définitions d'outils qui vont être trop longs aussi. Plus tu as d'outils, plus tu as d'API, plus tu as de définitions. Mais après, tu vas avoir les définitions des arguments pour les outils aussi. Fait que celui-là de Atlassian, je pense qu'ils ont genre 37 différents outils à l'intérieur. C'est pas génial pour le chaînage d'appels d'outils. Si tu veux faire une action qui a besoin, dans le fond, d'appeler différents API, puis dépendamment de l'information que tu as reçue de ton premier call d'API, tu veux aller genre tonneau ça au prochain, tout doit passer à travers le LLM. Fait que c'est pas pratique. Tu finis, dans le fond, le LLM, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de savoir l'information intermédiaire. C'était pas ça qui était utile pour l'utilisateur, mais il est obligé maintenant de voir ça, cette information-là. Fait que en faisant ça aussi, un des problèmes, c'est que ça peut avoir beaucoup de duplication d'informations aussi. Si je veux, disons, aller voir, je vais reprendre l'exemple de Grafana, aller voir un dashboard, peut-être pour différents utilisateurs, bien, le schéma de ce que je suis allée chercher, bien, il va avoir fait de la répétition entre le premier et le deuxième appel. Mais dans le fond, je n'avais pas besoin de voir le schéma 2 fois, je le savais déjà du premier call. Donc, tu peux avoir de la duplication, puis encore une fois, trop de tokens. Un autre problème, ça va être la confidentialité. Si peut-être tu voulais faire une action, que tu voulais faire du chaînage, encore une fois, d'un API à l'autre, mais que l'information au milieu, tu ne voulais pas qu'un LLM la voie, peut-être parce que c'est hébergé aux États-Unis, puis que toi, tu ne peux pas envoyer des données aux États-Unis, mais ça, c'est un gros problème. Puis, dès que tu veux faire quelque chose d'un peu plus complexe, bien, ça devient un peu bof. Je vous explique. On revient à notre exemple ici d'un API avec l'adresse selon des coordonnées. Si je voulais faire une espèce de filter pour si quelqu'un voulait faire quelque chose de malicieux, quelque chose de méchant, que je veux comme sonner un peu l'alarme, puis je veux bloquer cette personne-là quand elle fait quelque chose que je sais n'est pas correct, ça va être vraiment difficile de s'assurer d'avoir ce behavior dans l'outil en tant que tel. Fait que disons que j'ai mon hacker qui arrive. Puis là, lui, il veut savoir l'adresse d'un building le super top secret. Puis moi, sachant que je suis Viro et que je suis super sécuritaire et que je veux pas que je me fasse bloquer d'avoir de l'information confidentielle des gouvernements, bien, peut-être que je vais dire au gouvernement, moi, si quelqu'un demande un X et Y, que c'est quelque chose qui est trop proche de quelque chose de top secret, j'appelle 911, on stoppe tout, la personne est barrée. Mais c'est pas exactement ça qui va se passer si on utilise les MCP. Je vous donne l'exemple. Je veux l'adresse pour 41 et 2. Ben oui, mon ami. Fait qu'il va faire son premier MCP call. Il va aller chercher, il va mettre les deux arguments, donc le 41 et le 2. Il va recevoir en retour un message qui dit « Ah, non, il ne faut plus lui parler, lui, il faut le bloquer, ça ne marche pas, c'est définitivement quelque chose de… C'est pas ça qu'il faut faire du tout, ne lui parle plus. » Il va dire ça donc à l'utilisateur. Et là, l'utilisateur peut facilement contourner ça et dire « Ah, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire, là, je sais que tu capotes, là, mais c'est pas ça. » Puis il dit « Ah, OK, c'est bon, je vais aller checker ça pour toi. » À l'inverse, si on avait un outil qui était hébergé dans le même endroit que le chatbot, qui était vraiment embedded dans le chatbot, bien là, je veux l'adresse ici. Dès que tu reçois le message,
tu es capable d'arrêter ça. Parce que tu es capable de, à la place d'avoir la seule façon de communiquer à ton LLM, c'est à travers du texte. Dans ce cas-ci, on est capable de juste faire abort, all, on arrête. Oui, 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 oui. Donc, je parlais d'MCP que c'était pas l'idéal. On parlait des tokens et tout ça. Il y a quand même eu un changement. Puis là, j'ai mis plein de petites étoiles pour show off qu'on est vraiment à jour. Ça, c'est sorti publish le 4 novembre, donc il y a moins d'un mois. Dans le fond, l'idée avec les MCP 2.0, puis le 2.0, c'est moi qui les ai nommés comme ça. Là, ça s'appelle Code Executable MCP, juste comme ça. Fait que là, les serveurs MCP, maintenant, ça devient plus comme des API de code à la place d'être vraiment comme une fonction égale une définition. Ça devient quelque chose que tu peux aller caller. Donc, tu n'as plus besoin d'aller voir la définition des API ou des outils une avec l'autre. Ça va être plus le MCP qui va s'assurer d'exécuter du code que le LLM a généré. Fait que c'est ça. L'agent, il va écrire du code, ça peut être TypeScript, puis ça va être ce code-là qui va appeler les MCP nécessaires. Ce que ça fait, beaucoup moins de tokens, mais aussi, ça fait qu'on peut rajouter une logique de contrôle ici. Puis, encore mieux de ça, c'est qu'on peut garder les données à l'intérieur. On peut juste passer, dans le fond, le texte directement de l'outil A à l'outil B sans avoir besoin d'avoir le AI qui est à l'intérieur, qui est en train de regarder le texte intermédiaire. Puis, tu sais, on parlait juste de confidentialité, mais ça peut être aussi des erreurs, là. Même si les modèles sont assez bons normalement à recopier du texte qu'ils ont reçu, il peut quand même parfois avoir des erreurs, surtout si on parle ici de milliers de tokens. Ça se pourrait qu'il y ait quelque part un petit typo qui se fasse corriger quand il n'aurait pas dû être corrigé. Ça va être une erreur que les LLM vont souvent faire. Il va y avoir une persistance d'état aussi. Donc là, tu commences à retrouver peut-être un peu plus d'avoir des outils embedded. Fait que ça commence à ressembler plus à quelque chose dans la logique de ce qu'on voit avec les outils embedded. Mais c'est sûr qu'il y a un coût. Parce qu'il faut bien maintenant que tu aies ce sandbox, il faut que tu runs le code. Fait que no free lunch, il va toujours avoir un plus puis un contre. Fait que là, je vais parler des différentes autres façons d'intégrer des outils. On a Rig, ça, c'est en Rust. On a ici ceux qui l'ont codé, justement. Donc, c'est le même concept ici, c'est de donner accès, comme un LangChain, de donner accès à des outils, à des LLM, mais écrits nativement en Rust. On a LangChain, là, qui est un peu qui était un des premiers là-dedans. Ça va avoir plein aussi de différents SDK, mais Python, ça reste un de leurs plus populaires. Donc, c'est justement un framework qui te permet de créer ton chatbot, d'intégrer des outils, vraiment de faire tout ce dont tu as besoin de faire à l'intérieur. Ça va avoir un item pour ceux qui vont faire plus quelque chose de low-code, même du no-code, je dirais, par moment. Ça peut être chouette pour des petits projets de hackathon qu'on veut faire. C'est juste des petites nodes que tu connectes un après l'autre. Puis tu peux avoir des modèles fondamentaux tant que tu mets ton API dedans pour faire tes appels. Il y a vraiment de quoi faire des frameworks, des workflows vraiment le fun. Il y a Hugging Face aussi. Ça, c'était un des premiers aussi. Eux, c'est beaucoup dans la recherche de modèles fondamentaux, surtout open source. Puis eux, comme ils voulaient que le monde puisse utiliser les librairies pour runner les modèles, bien, quand l'arrivée des outils est arrivée pour les modèles, ils ont aussi intégré ça dans leur librairie. Donc, avec Hugging Face, on peut aussi coder. Il y a MCP, qui est toujours vraiment une option. Puis même parfois, il va y avoir certains providers qui vont vous donner un SDK comme OpenAI pour pouvoir vraiment utiliser les outils en tant que tel. Je voulais vous parler d'un use case en particulier. Parce que là, mon petit API de XY, c'était cute comme exemple, puis c'est facile à expliquer puis à comprendre les différents concepts que je voulais mettre de l'avant. Mais je voulais vous parler de JetScale. JetScale, c'est un de nos clients, dans le fond. C'est une startup à Montréal que eux, leur but, c'est de faire de l'optimisation des coûts cloud. Donc, le monde qui ont plein d'instances, ou peut-être qu'ils ont une DB qu'ils n'utilisent même pas, que ça vaudrait la peine de pouvoir peut-être soit downscale en taille ou même complètement effacer. Fait que ceux qui utilisent un peu AWS vont se dire, ben là, il y a déjà CloudWatch, pourquoi je ferais ça? Le problème avec CloudWatch, c'est que ça vient de AWS nativement. De un, il faut que tu opt-in, ça, le monde ne le savent pas toujours. De deux, ils vont souvent juste faire comme un peu une recommandation que pour eux, c'est évident, tu sais. Ah, ben là, fais juste prendre quelque chose de reserve. Mais toi, tu sais que non, tu veux pas quelque chose de reserve. Ou pire encore, là, je me laisse cet éditorial. Ils vont te dire, ah, ben, just migrate to Gravatar.
Puis là, c'est comme, ben non, je peux pas juste migrate to Graviton, c'est pas aussi simple que tu penses, il faut changer tout comment ça fonctionne derrière. Donc, l'idée de JetSkills, c'était de prendre ces recommandations, d'aller eux-mêmes aller regarder, faire du monitoring des différents trucs qu'on a dans le fond qui run, et de prendre ces métriques-là pour pouvoir faire des recommandations. Donc, ça va faire des recommandations justement pour dire, OK, peut-être migrate pas to Graviton, mais tu pourrais migrate à quelque chose, tu pourrais passer de X large à large. Ou peut-être que ça va être aussi, ils vont prendre des business rules, des norms. Si je donne un exemple de, ben là, tu n'utilises pas ta DB, va la tuer. Ben, peut-être que ta DB, c'est un backup. Ça serait bien de ne pas tuer ta backup. Tu peux le mettre dans tes business norms et tout ça. Donc, derrière, il y a un LLM qui est capable de prendre toute l'information. Puis, justement, tu vois, eux, ils font un mix JetSkill de MCP et de outils embedded. Ils utilisent le MCP de AWS pour aller chercher la documentation qui est toujours à jour, mais c'est eux qui utilisent des outils pour ensuite aller générer du code Terraform. Donc, c'est ça ici le nerf de la guerre pour eux. C'est non seulement ils vont donner des recommandations, mais ils vont aussi te produire du code Terraform pour aller faire les changements qu'ils recommandent au cas où tu voulais le faire. Je pourrais en parler vraiment longtemps de JetSkill parce que c'est un de mes clients favoris, si ce n'est pas un de mes autres clients. Parce que eux, dans le fond, ils m'ont demandé de faire une évaluation de modèle. Parce que c'est vraiment le fun d'aller vérifier si ça génère bien du code Terraform, si ça suit des règles et tout ça. Puis parler d'évaluation de modèle, ça, je pourrais le faire pendant des heures. Donc, je voulais juste vous montrer un exemple que, dans le fond, derrière, là, eux, leur technologie, c'est un LLM. Mais c'est comment ils ont été capables d'intégrer avec plusieurs sources de données pour être capables d'avoir quelque chose vraiment de qualité. Je vais vous montrer aussi le dashboard, un peu de quoi ça a l'air ici. Ils vont être capables, oui, d'aller prendre les métriques et te les redonner, mais c'est ici, là, dans Optimize Existing Environment, qu'on peut aller voir justement le code Terraform et les recommandations qui ont été données. Fait que comme je disais, les modèles, là, c'est donner des commodités. Puis c'est sûr que le contexte va être plus important de c'est quel modèle qui est où dans le leaderboard. Mais je dirais que ça y a même encore un peu plus loin maintenant. Les agents sont devenus une commodité. Le fait d'avoir un agent que tu peux faire, de gérer du texte, tu peux, j'adore le ça, que tu peux aller faire des actions. C'est maintenant comment les agents sont intégrés qui va faire la différence. Fait que c'est plus une question maintenant de design que ce l'est vraiment de cutting edge, state-of-the-art models, tel contexte. C'est vraiment une intégration de voir à quel point ils sont capables de faire des actions. Parce que juste de donner une recommandation sur ton cloud, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire le changement. En parlant de design, est-ce qu'il y en a ici qui reconnaissent ça? Ce n'est pas un iPod. Oui, exactement. Fait que c'est un Zune. Ça a l'air d'un iPod. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Zune, parce que iPod a pas mal gagné la guerre de Zune versus iPod. Puis, selon moi, ça a été vraiment une question d'intégration. Une des grandes forces de iPod, c'est que quand tu pluguais ton Mac, tu pluguais pas ton iPhone, mais ton iPod, ça updatait ta librairie automatiquement. Il y avait un sync qui se faisait. Fait que c'est une question d'intégration. C'est une question d'avoir à peser moins de boutons. Puis, c'est ça que Zoo n'a pas été capable de faire. En partie parce qu'ils avaient deux modèles financiers ou modèles d'utilisation. Tu pouvais louer des chansons et tu pouvais acheter des chansons. Fait que le syncing n'était vraiment pas intuitif. Peut-être qu'il était arrivé un peu trop tôt parce que là, maintenant, avec Spotify, c'est un peu ce qu'on fait. Mais en tout cas, ils n'existent plus. Ça, c'est un produit de Microsoft. Fait que c'est ce que je voulais vous dire, c'est que dans le fond, c'est important de penser vraiment à l'intégration. Puis je pense que c'est ça qui va faire que quand le AI bubble va pop, les produits qui vont rester, les outils qui vont rester, c'est ceux qui ont été bien intégrés. Parce que dans le fond, là, moi, je n'ai pas besoin d'un autre chatbot parce que je m'en viens copier-coller de l'information. Ce que je veux, c'est que ça soit directement. Pourquoi est-ce que Microsoft Copilot 365 est utilisé? Parce que c'est directement dans ton Outlook. Ça te permet d'aller faire des clics de moins. C'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont être capables d'utiliser un outil plus longtemps, même si, honnêtement, vous puis moi, c'est vraiment pas bon au Copilot 365. Mais comme c'est directement dans Outlook, ben, je me vois l'utiliser.
Fait que c'est vraiment ça l'important, c'est de voir comment ça intégrer, comment ça interagit avec nos affaires. Ça me tente pas, moi, cliquer 5 fois, faire des copier-coller, d'aller lire et tout ça. Je veux juste que ça se fasse automatiquement, puis que j'aille juste vérifier à la fin que ça s'est bien déroulé. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vais faire un petit retour pour justement voir est-ce qu'il y a des situations où est-ce qu'on utilise un framework ou non. Disons qu'on est Atlassian maintenant, puis on a un outil, on veut que quelqu'un puisse ouvrir, fermer un billet Jira, lire de la documentation et tout ça. Si je veux build un chatbot directement dans Jira, ben là, ça vaudrait la peine, tant qu'à créer ton chatbot toi-même, fais-toi un outil embedded. Puis là, tu peux choisir le framework que tu veux, la librairie que tu veux, dépendamment de si tu veux coder en Rust ou si tu veux coder plus en Python, plus en Java, avec Spring AI. Tu peux vraiment choisir là-dedans. Si tu veux share un outil avec d'autres personnes, puis c'est la responsabilité des autres personnes de faire le chatbot, là, tu fais un MCP. Puis, un petit bonus là, pour la gang de Atlassian, c'est si tu veux vraiment être capable que ton outil évolue pendant que ton produit évolue aussi, ben fais-le rouler chez toi, puis fais que le monde, ils font juste se connecter à travers Streamable HTTP. Puis c'est ça qu'ils font à Atlassian. C'est eux maintenant qui roulent leur propre MCP server, parce que comme ça, ils sont capables de update leur outil au besoin. Si tu veux un UI spécial pour quand ton outil roule, peut-être que tu veux faire une visualisation, peut-être que tu veux montrer l'image qui se crée, peut-être que tu veux faire whatever. Si tu veux faire une action pendant qu'un outil est en train de rouler, ben là, tu es obligé d'avoir un outil embedded. Parce que sinon, tu ne vas pas avoir d'informations jusqu'à temps que ton MCP a fini. Donc, c'est un peu comme ça que je dirais en premier. Après, si vous avez des use cases, ça me fait plaisir de vous parler, de voir vraiment s'il y a une recommandation d'une autre. La bonne nouvelle, c'est que d'écrire un MCP server, c'est très rapide. Donc, c'est toujours facile de commencer avec une POC, avec un MCP server. Puis par la suite, quand on veut vraiment scaler quelque chose, là, on peut aller plus dans un outil embedded. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Oh. L'alternative à MCP, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier à ça? Le MCP 2.0 ou les outils embedded? Fait que c'est vraiment, ils vont aller générer du code dans le fond. Fait que l'agent, à la place de faire comme un JSON, appelle tel outil, va faire ça, il va écrire littéralement du code. Peut-être que ça serait bien de faire un exemple. On va ouvrir. Il semble que ça a l'air d'être plus lourd que de juste poser une question en anglais ou en français. Non, c'est quand même plus facile ici, c'est ça? Ouais. Ouais. Les agents génératifs, ben, les modèles génératifs sont quand même vraiment bons à écrire du code parce qu'il y en a beaucoup sur Internet. Fait qu'ils sont. Ben, c'est ça le coût après. Il faut que tu aies un sandbox. Fait que c'est ça. Tu reviens un peu à un produit embedded, où est-ce que tes outils sont embedded dans ton chatbot. Puis il faut que tu sois capable d'exécuter du code quelque part où est-ce que aussi c'est safe. Là. Fait que à la fin, ça revient un peu à la même chose, mais si tu veux vraiment rester dans les MCP, tu peux faire ça. C'est ça l'idée dans le fond. Fait que c'est vraiment du code comme ça. Ça va aller. Est-ce qu'on peut voir une définition? Peut-être pas lui, en fait. Le release, MCP, code. C'est ici. Fait que comme ça, tu as juste à. Ici, c'est très similaire. Mais là, à la place, tu peux faire comme prends ça, puis mets-le là-dedans. Fait que c'est là que tu vas sauver un peu du temps. Puis là, tu as ton MCP server qui va envoyer l'information. Puis là, tu vas voir, ça, c'est l'ancien. Si je vais voir le nouveau. Y a-t-il un nouveau flow graph? Je n'en vois pas. Non. Ben, dans le fond, l'idée, c'est que. Okay, je vais juste prendre celui-là ici. L'idée, c'est que dans le fond, c'est que en ce moment, tu aurais, dans ton contexte, tu aurais la définition ici qui va, le retour de l'outil qui va être là, mais à la place, le MCP server va juste exécuter le code en tant que tel. Fait qu'il faut quand même qu'il donne comme la définition des outils, mais il peut le faire juste en portion de code à la place d'avoir toutes les définitions intérieures, tout ce qui retourne et tout ça. Il a quand même accès au schéma d'abord, avec les en mémoire, il est capable de gérer du code. Exactement. Puis c'est vraiment les tokens qui sont sauvés, c'est
justement, si on disait get document, puis ensuite va me trouver le nombre de fois qu'il y a de virgules, ben, tu as 2 outils pour faire chacun de ces trucs-là. Le premier va te chercher le document, puis le deuxième va te compter les virgules. Ben, peut-être que tu n'as pas besoin de donner l'information, tout le texte était dans le document à ton LLM, donc de retour ici, pour ensuite juste aller appeler le deuxième outil. Tu pourrais juste tunnel, dans le fond, l'information de l'un à l'autre. Mais oui, il faut que, dans le fond, tu aies un sandbox ici maintenant, parce que maintenant, c'est quelque chose qui a besoin d'être exécuté. C'est du code. Fait c'est sûr qu'il faut que tu aies un TypeScript ou quelque chose. C'est sorti. Mais c'est bêta, mais c'est sorti. C'est entropique, vraiment. Ouais. Oui. Quand tu parlais tantôt de qu'est-ce qui fait une bonne intégration, c'est quelque chose qui minimise le nombre de clics. Mais ce serait quoi comme les best practices pour balancer ça avec d'avoir le human in the loop pour utiliser ça? Parce que si tu fais YOLO mode, tout se fait approve. Ben non, c'est sûr. Puis je pense que ça dépend vraiment de c'est quoi ton intégration que tu veux faire à la fin. T'sais, si je veux syncer ma musique, peut-être juste d'avoir un bouton qui dit Are you sure? C'est assez. Après, si tu veux aller drag and drop à chaque fois, là, c'est trop de. Tu sais, juste un milieu. Je pense d'avoir, oui, de cliquer un bouton, c'est correct, peut-être un enter. Ça dépend vraiment de l'intégration. D'avoir un human in the loop, ça dépend si c'est quelle action. Tu sais, pas toute action a besoin d'avoir un human in the loop. Genre, es-tu sûr que tu veux lire le document? Oui, je t'ai demandé de lire le document. Ça, tu n'en as pas besoin. Mais si c'est comme, es-tu sûr que tu veux déliter la database? Là, tu mets un human in the loop. Fait que justement, le produit de JetScale, ça va être ça. Au début, ça te génère le code, mais il ne va pas faire de Terraform Apply. Il va juste faire Terraform Validate, Terraform Plan. Puis là, tu es capable d'aller voir ça. Parce que, tu sais, même si le code était bon et tout ça, peut-être que tu n'es pas prêt à faire la migration en ce moment. Tu ne vas pas faire ça un vendredi à 4 heures. Je dirais que ça dépend. Un peu une réponse plate, là, mais. Oui. Une de mes blagues préférées en 2025, c'est le S dans MCP, c'est pour sécurité. Est-ce que vous avez fait des intégrations avec des carnets de tracing et tout comme ça, ou à chaque fois c'était en interne et donc c'était limité en risque? C'est sûr que je commence toujours à l'interne, genre avec même du SCDIO. C'est plus facile aussi à debug. Après, tu sais, c'est d'aller avec du OAuth. Ce que MCP fait, puis là, t'es dans le state of the art for security quand tu es avec OAuth. C'est OAuth 2 aussi, là, c'est plus récent. Fait que, dès que tu donnes accès à quelqu'un, quelque chose, un AI, de faire une action, tu viens d'ouvrir une vulnérabilité. Mais c'est juste de savoir comment mettre des garde-fous pour que ça se fasse bien. Fait que ça, si c'est un human in the loop, ou peut-être tu vas dans JetScale, c'est un peu drôle comme histoire. Moi qui devais faire des évaluations, donc je suis en train de runner JetScale. Ils font plein de recommandations, plein de codes Terraform. Là, à un moment donné, mon evaluation script, pas il lag, là, mais pas il freeze non plus, mais il fait juste runner là, dans le beurre. Le mot m'échappe, mais en tout cas, il fait juste rester à la même ligne d'exécution. Puis je suis comme, il me semble que c'est pas si long, là, mon Terraform Apply, je comprends pas. Puis là, j'arrête, je rerun le script d'évaluation, ça bug encore à la même place, ça fait juste rouler dans le beurre. Là, je suis comme, OK, là, j'arrête, là, je vais voir les logs. Peut-être que j'aurais dû aller voir les logs entre la première et la deuxième fois. Puis là, je réalise, shit, je viens d'acheter pour 6 000 de DB reserved. Puis là, j'écris rapidement à notre client, je suis comme, hey, let's go, faut cancel ça. Puis la raison pourquoi ça avait comme lagué là, c'est que fallait que le paiement passe. Fait que thankfully, il n'a pas passé. C'est bon, on n'a jamais dû à payer cette facture-là. Mais c'est là que maintenant, j'ai un filter pour pas que ça soit reserve. Fait que oui, il y a encore le human in the loop. Moi, je pourrais comme vérifier le code. Tu vois, là, on fait plus Terraform Apply pour un petit bout. Mais on fait, je vais aussi checker à l'intérieur. Dans le fond, là, je check si mon filter pour reserve, s'il est bien là ou non. Parce que ça se peut qu'un client va vouloir faire ça, mais moi, dans mon évaluation, c'est pas le genre de truc que je veux évaluer. Fait que tu peux avoir un peu des De la même manière que on a du mal à chercher tout ce qui est LLM, etc. Si tu as le même, comme faire le code qui va faire le workflow, il y en a forcément qui va trouver comment bidouiller, faire un workflow qui va t'aider et qui va
faire le reply à ta place. Ouais. C'est ça que je trouve étonnant. Ben, c'est ça. Faut que la dernière action soit faite par un humain. Faut pas que tu aies peur. C'est un peu comme donner des read writes, mais pas des erase writes, tu sais. Comment Les affaires de on même. fait ça? Est-ce que c'est dans le prompt? Non, non, non. C'est comme vous l'avez. Ouais. C'est comme potentially destructive. Mhm. Comment tu sais faire ça dans ton société pour faire en sorte que l'ordinateur ou comme l'agent va jamais coller qui est destructive? Ben, déjà, il faut que tu donnes accès seulement, tu sais, tu peux avoir des tokens qui vont être seulement avoir des reads. Ouais. Ben, c'est ça, il ne faut pas qu'il y ait les mêmes API. Puis, c'est une des raisons pourquoi c'est bien de parfois faire des trucs un peu plus complexes avec les embedded, c'est que là, la personne qui fait l'appel va avoir besoin de mettre sa clé à elle. Comme ça, c'est pas la clé de Georges, mon collègue, qui va me donner read et write à tout. Puis, c'est sûr que tu peux, tu sais, si toi, tu te fais confiance, tu sais ce que tu fais, là, tu peux le mettre dans un prompt, genre, es-tu sûr? Un peu comme dans SQL, tu sais, quand tu vas faire une action, c'est comme this might erase data, ça te le dit. Il y a le même concept où est-ce qu'un prompt va juste avertir, hey, ça se pourrait que tu délites ça. Tu peux le mettre dans la définition de l'outil ou tu peux le mettre, dire, genre, il faut que tu rappelles le même outil une deuxième fois avec un autre argument. Tu sais, il y a des façons de comme un peu faire du duct tape security. Mais je dirais qu'à la base, un API, que ce soit un MCP, que ce soit embedded, il faut qu'il y ait les mêmes flows de sécurité qui soient faits parce que c'est ça, tu perds un peu cette vision de c'est quoi que l'action fait. Tu sais. C'est une bonne question. Oui. Les actions dans le SQL Server sont faites avec dans des scopes, avec votre vue, des choses comme ça. Oui. Donc, un user qui appelle en bout de ligne ta chaîne pour qu'il va avoir des scopes. Oui. Comme si on appelle les actions booting avec Oui, exactement. Tu sais, tu vois, comme celui de Confluent, je ne peux pas aller voir la documentation privée de mon collègue. Je peux seulement aller voir la mienne parce qu'il faut que, avant d'utiliser le MCP, quand tu le start up, dans le fond, le serveur, je vais me connecter à travers OAuth. Ouais. Ouais. Tu viens de me faire penser à une slide que je vais mettre la prochaine fois. Tu sais, le mime, l'astronaute derrière avec le fusée, always has been APIs. Oui. En tout cas, quand tu as parlé sur le MCP, qu'un des défauts du MCP, c'est qu'effectivement, il fallait pas des allers-retours sur contexte. Je veux dire que nous, sur de mon expérience avec MCP, on soumettait à un chatbot un SBOM, mais en fait, il devait appeler notre MCP serveur qui allait analyser le SBOM et qui allait nous dire où est-ce qu'il est. Et quand on a fait ça, il se trouve que le SBOM était tellement gros, c'est un énorme document, que lui, comme il voulait rendre service, je vais résumer avant de l'envoyer. Et je ne veux pas que tu résumes ça. Chaque information, elle est super importante. Donc, ce qu'on a fini par faire à la fin, c'est que dans le MCP serveur, on a dit à l'utilisateur, comment on va faire une UI pour le MCP serveur. L'utilisateur va uploader le SBOM directement dans le UI. Une fois que le UI il a ingéré, il l'a stocké dans S3 ou je sais pas, il va revenir avec un hash unique. Et ensuite, on avait fait un petit lien vers justement le chatbot. Et donc, sur le chatbot, on dit, est-ce que tu peux me parler de ce SBOM avec tel hash IT? Et on activait le MCP, le chatbot, qui revenait en fait parler au MCP serveur. Ah, bah, tiens, est-ce que tu peux me parler de tout ce que tu as vu pour ce SBOM avec les vidéos? Donc, c'est comme un peu, en fait, je pense que peut-être pour sauver des tokens, parce qu'au final, en vrai, c'est pas ça la raison, mais finalement, ça pourrait servir à ça, où en fait, finalement, sur un MCP serveur, tu commences à ingérer de la donnée dedans. Finalement, le LLM, il n'y a pas besoin de tout savoir en détail, puisque finalement, ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment interagir avec notre MCP et comment extraire, comment enrichir la data qu'il a déjà. Ouais. C'est sûr qu'il y a des façons de justement, avec l'idée d'avoir un état derrière dans ta conversation. Là, tu aurais pu save le hash directement dedans, puis juste aller le lire. Comme ça, le user n'est pas obligé de réécrire le hash. Ça peut être une option. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des façons autour de s'assurer que tu vas, comme dans celui de Grafana, peut-être que tu ne veux pas nécessairement qu'il fait juste sortir toutes les logs ou toutes les métriques. Tu vas le filter, mais le problème plus avec MCP, quand je veux dire ça, c'est que ceux qui, genre Grafana qui fait son MCP, il ne sait pas comment que la personne va l'utiliser. Fait qu'il rend le plus généraliste possible,
Puis après, comme c'est un MCP qu'eux, ils run, l'utilisateur final n'a aucune façon de changer l'interaction de l'outil. Fait que c'est bien, ils sont capables de package des outils pour tout le monde, mais ils perdent un peu tu perds la flexibilité de toi-même faire des configurations là-dessus. Ouais, c'est ça. All right, bon, on est au top. Merci tout le monde. Je vérifie s'il y a des questions.